Alors, dans cette flagration universelle, dont notre globe terrestre ne serait qu'un sourire éphémère, selon l'expression extraordinaire des gens français de la Terre, dans l'inhumaine, c'est là que la nature, entre guillemets, nous donne à penser, et la nature que nous sommes et la nature qui est en nous. Et en passant, j'ai lu quelques lignes de Derrida l'autre jour. Bizarrement, ça se passe. Donc, c'est une interprétation très intense et originale de Roméo et Juliette Shakespeare, qui se trouve dans sa lettre d'Istanbul, bizarrement, qui est bien traduit en turc. Alors, il s'agit d'avancer la mort d'autrui et puis renaître, mourir encore après la mort d'autrui. Et vice-versa, c'est bizarre, la scène terminale de Roméo et Juliette. Mais pourquoi j'en parle? Je parle de renforcement des lois, mais en ce qui concerne le lien conjugal, mais dans le cas amoureux, même non consommé, de type archétypal de Roméo et Juliette qui viendra, je dirais, derrière des montagnes de Kaf, des contes orientales, là où une distance inépuisable entre les amants, les bien-aimés et l'amant. Voilà la conte bien connue, contée par Shakespeare, et bien sûr sous l'égide des lois, mais même pré-loi. Il s'agit contextuellement d'initiés entre deux grandes familles aristocrates qui font des lois locales, donc des féodaux, qui sont bien sûr enroulés des lois de talion comme peuple pré-loi. Donc, ce sont encore des lois de l'ordre d'artifice qui viennent du vécu, disons, empirique, dans l'état de souveraineté locale qu'on appelle féodalité. Et il y a deux familles en ennemi, dont l'issue, cette histoire d'amour de Roméo et Juliette, et qui est bizarre et tragique, un peu vite, mais d'une conflagration, ou bien jouer avec le jeu, le feu, dans un jeu, retournement de contraire, renversement des rôles, embrasement, consommation finale, la mort, énième fois, la mort, etc. Donc, dans quelques phrases énigmatiques, apollétiques, Derrida souligne cette histoire tout en parlant de contrôle, un terme qui renvoie à une certaine localité, à un cheminement qui n'a pas l'ordre de Holzweg cette fois-ci, mais un contrôle, c'est-à-dire un aller et sans venu, je dirais. Pourquoi pas one-way ticket? C'est autre chose. En ce qui concerne le voyage dont il était question
dans ce texte de Lettres d'Istanbul, qui minimisait bien sûr le voyage, voir les lieux, les contrats étrangers, etc. Donc, moi je passais encore, disons, sous l'égide des lois ou des pré-lois, écrits, non écrits, donc dans l'ombre des lois, dans l'ombre des refoulements, dans l'ombre des interdits. Une étreinte amoureuse, une scène d'étreinte amoureuse, une Chanel corporelle, une expérience, dit-on, voilà, érotique finalement, un exemple, tel qu'il souvient ce qui se passe dans la tête, pourquoi on brûle pour autrui. Ce qu'on appelle étreinte, c'est déjà le mot que je préfère de loin, qui connote une certaine consommation, et comme une transgression, l'amour comme une transgression, l'acte même d'amour, pourquoi pas avant l'amour, c'est-à-dire l'idée d'en avoir faire ou espérer de la faire. Mais le moment implique de l'étreinte érotique sous l'égide des lois, et encore à être examiné le symbolique, le réel, l'imaginaire, tout ce qui se passe au-delà des fantasmes projetés, qui existe bel et bien et qui renvoie à des lois, au symbolique, à des investissements, disons, passionnels, et ça se passe dans la nature encore. C'est ça un peu le sourire de notre globe terrestre qui nous offre, sourire veut dire ces moments éphémères qu'on appelle être amoureux, et que je disais l'autre jour, le moment abrupt, dit ça abrupt, c'est moi qui ai ajouté ce préfixe, ces moments de rupture qui sert à une infusion. Voilà. Certains, comme Derrida, n'aiment pas ce mot de fusion, en ce qui concerne en tout cas la communauté. Ils n'ont pas l'idéal de communauté, mais voilà, un fantasme de communauté, cette fois-ci, dans mon exemple, à deux. Une communauté à deux. Et avec tout l'entourage pour en faire une scène, un drame, les commis, même commissaires, commis des lois, commis etc. dont il était question encore dans ce texte bizarre, ludique de la lettre de Derrida d'Istanbul, qui finissait en envoyant un deuxième mois nommé Sefer, le mois de Sefer de notre calendrier islamique de Hijri, qui veut dire migration, donc pas une mise en abîme de ce texte, et ça renvoyait à sa migration, à lui, et à ses origines qu'on appelle bien connues séfarades. Séfarades, ce sont des, disons,
immigrés, pour dire simplement, pour ne pas dire les gens de voyage, ils sont bien installés en Algérie, etc. Donc, l'autre côté, contre Allah, etc. C'est bizarre de parler de cette façon de son autobiographie, autotanatobiographie. Voilà notre truth. Élaboration, notre travail de deuil, notre anamnésis, c'est truth, par une bizarre quant à l'être qu'on appellerait, pourquoi pas, cela que plus sur le pont qu'on suppose qui existe dans notre ADS à nous, Voilà un exemple contre l'air, un mince pont, selon les légende le plus enfantin, un bélier sacrifié nous aiderait à passer à l'autre côté, et non pas comme dans la légende de Bosphorus où il y a des aliénations de transformation dans la mythologie grecque d'Io, qui est bien cité exactement dans le contexte de Terra Poros de ces années-là qu'on avait été accueilli Derrida à Istanbul sous ce titre de conférence. Paraporos, Paras, limite. Par un moment inopportun ou moment fortuné ou infortuné, donc toujours en rapport avec une kairos, bien qu'il soit au-dessus ou à l'insu à résoudre, comme on résout un problème dont on n'arrive pas à trouver la formule, ni formuler, ni énoncer correctement. Alors, ce qui arrive, c'est une sorte de réponse à qu'advient-il, advient-il, et advient-elle une fois la mort, petite mort, ceci dans un moment d'exquise, comme dans l'absence d'un organe qu'on appelle dans la phénoménologie organe fantôme, inusité dans la fonction inconnue, dans sa totalité, dans ses implications, et la nature fait son affaire à l'insu des lois, sous l'ombre des lois, dans une nappe, non pas de souvenirs, mais dans une nappe bizarre, fantomale, d'implications, de questions. Et là, demandeur, qui est demandeur, l'employeur, ou on dirait bizarre renversement de situation tour à tour, que j'appellerais aujourd'hui être amoureux, et même, y compris, je dirais, sans l'amour, sans savoir ce que c'est l'amour, c'est s'excuser un moment à l'improviste. Là, effectivement, ce qui exige une certaine intimité et beaucoup encore chose, un espoir non formulé, une demande non formulée,
ou tout simplement pour voir justement la fonction de fonctionnement en fonction de la fonction. C'est ça, non pas libre arbitre, mais le cercle vicieux, le moment recommençant arrêté. C'est ça le moment. Le moment inopportun, c'est-à-dire non préparation ni que de préliminaires. Que de préliminaires. Dont le commencement et la fin et l'amen. Voilà une forme de transgression qu'on a tellement compté dans les peut-être dans le meilleur moment inopportun, abrupt roman, et chanté en légende par une tonalité de mélancolie dans le mythe, disons oriental, et puis dans la tragédie, plus ou moins élaborée de l'Occident, dont Roméo et Juliette n'est qu'un exemple. Donc c'est une arrêt dans le temps, et on arrête sur l'image qui nécessite une certaine imago, même tant mieux, dissolution d'une image à un moment et dans une image floue en reste encore comme chaîne quasi constructif, tout le moment de la répétition est peut-être ouverture justement de tous les symphonies donne le cuivre et la courbure et la pente, la chute, aussitôt vers le haut que vers le bas, c'est-à-dire l'éclair du temps, clin d'œil et conflagration, ce qu'on appelle conflagration, encore l'éphémère stabilité des choses, des coups du monde et ce mouvement intériorisant dans la tintamarre retenue dans une boîte fermée qu'on appelle un instrument. Pourquoi pas l'origine du dessin et l'origine d'un instrument musical. Alors, notons cela que quand j'avais parlé une époque de la philosophie d'Alsop, interprétée par Wahinger, après le deuxième critique surtout de Kant. Alors, la philosophie de comme si, Alsop, faire comme si. C'est question impérieuse et très débattue. Certains légèrement, facilement, aujourd'hui, ils critiquent cet acte fondamental de faire comme si. Alors, question de mimétisme que j'ai traité, intimement lié donc à ceci. À ceci, c'est le même que agit de telle sorte que serait une certaine variation d'un acte mimétique de comme si. C'est ça. Cela sont. C'est ça.
euh, pour certaines oreilles, terriblement pour certaines oreilles, d'une manière réfléchie, légère, dans une légèreté d'esprit qui essaie de comprendre justement l'homme, sa différence, tout simplement, d'une certaine neutralité, d'une certaine retournement, mais toujours dans une divagation de concis et que j'interpréterai pour m'enchaîner au mouvement exquis, non pas au mouvement kinétique en nature physique, mais le mouvement d'esprit exquis quand même. C'est ça l'intériorisation finalement, et c'est ça la contribution de Bergson avec son concept de mouvement exquis, dont le grand fantôme n'est qu'un cas, figure de cas de figure. C'est ça. Notre rapport à des lois et d'éthique dont nous, disons, subsumons certaines lignes virtuelles sur la surface desquelles nous excusons encore des moments que nous retenons de la faire. C'est ça un peu l'inconséquence de l'acte moral, au sens où ce qui comptera les bonnes intentions selon Kant et non pas les conséquences de l'acte, à la logique est trouvée ontologiquement, phénoménologiquement, à développer bien sûr. Voilà une sorte d'ébauche d'une réponse à la question qu'advient-il, advient-elle la mort? Une réponse est venue de Jonas dans ce petit matin très tôt, notre Jonas biblique, là où Dieu parla pour soulager ses lamentations et ses pleurs. Et Jonas qui pleurait à l'absence d'un organe ou d'une fonction, et Dieu ajoutait d'un mot fort, tu pleures à quelque chose que tu n'as même pas contribué à la fabrication, ni à la création. C'est ça un peu manière de soulager, avec un mouvement intériorisante mémoire intelligente d'un mouvement exquis, préparer le terrain de l'attention zéro, la mort, quiétude, tranquillité. J'entends des bruits sur le silence des cieux, et ce depuis au moins les années 60, là où l'homme a mis le pied sur la Lune. À peu près, c'est une citation d'Emmanuel Levinas dans sa fameuse préface. Alors j'entends des bruits, bien sûr, sous le silence, soi-disant de la nature. La nature enfuie en nous et étouffée, c'est une sorte de silence. Et le bruit couru, c'est que l'intelligence artificielle, quel est son essor véritable, c'est mathématisation, schématisation, formalisation, etc. Une réponse possible, oui, mais
ce qu'on entend véritablement et sans pouvoir avouer de l'intelligence artificielle. Première ébauche de question, c'est un esclavagisme facile à renaissance. Deuxième réponse concernerait la vanité. Vanité est c'est in extremis la fin de la raison humaine avec tout son environnement vital, quasiment la fin du monde au sens littéral du terme prévu par les scientifiques. Donc, il faut sauvegarder quoi? L'intelligence comment? Par un certain schématisme, formalisme, sous forme d'un artifice et qu'il n'aura plus besoin pour cogiter, si vous voulez, de la chair humaine, ni de l'environnement mondain, ni du monde, ni de la nature. C'est ça. Notre passage, quand j'ai dit plusieurs fois l'homme passe, etc., c'est une citation de Nietzsche, bien sûr, mais ça comprend aussi cette dernière hypothèse extrêmement importante. N'est-ce pas l'intelligence artificielle qui est notre jeu de société devenue à la merci de tout, sous la main de tout le monde, nous préparerait à notre absence, à une autre vie où tout le bas matérialisme sera fini et nous existerons non pas en chair et en os, mais par extension et par prolongement qu'on appellerait l'intelligence, bien sûr, artificielle, qui dominerait ou répondrait à des questions sans poser, même pas poser. Donc j'entends des bruits courus sous le silence interstellaire. Et notre flagration est votre constellation. Salut, allez vas-y, où es-tu, mon cher? À peu près comme ça, la fin du monde imaginé par moi pour l'instant. Alors, le bruit couru dans le contexte lévinassien est lu par moi comme l'absence de prouver finalement de Dieu. Donc, la preuve de non-existence de Dieu par une simple pied mis sous la terre de la Lune. Paradoxal. Donc, il n'y a pas de Dieu dans la Lune, c'est compris, par nos modèles. C'est ça, un peu schématisme de l'entendement quand on parle, quand on fait des illusions transcendantales concernant idées. Nos modernes, trop développés, sont capables de monter sur le ciel et pouvaient empiriquement, je souligne, la non-existence de Dieu. Jamais prononcé de cette façon, mais toute l'oreille, écouteur des transmissions radiophoniques et télévisées, tous nous avons compris tout de suite que nous sommes beaucoup plus avancés que le monde des idéaux et tout. Nous sommes encore capables, bien sûr,
de polarité d'un conflit qu'on appelle la détente de grandes forces, disons, mondiales, les cosmonautes d'un côté et les astronautes de l'autre côté, et c'était ça, Hadès et le plus cru, qu'on appelle, bien sûr, en dehors de toute technicité, quoi, la métaphysique d'aujourd'hui ou de justement un dialogue de souverain, puisqu'on parle de bruit couru, de colporteur de la science, haute science sous la surveillance des pouvoirs et des paradigmes établis depuis, n'est-ce pas, depuis longtemps, au moins, ne serait-ce que. Selon certains, il faut insérer aussi Aristote et ensuite Descartes. Mais pourquoi Descartes? Pourquoi pas Avincent, n'est-ce pas, qui est l'un colporte de l'autre, etc. Donc, une simple correction de calcul en ce qui concerne notre système solaire depuis tout à l'heure admettons, changera la tonalité fondamentale de Dasein dans ses affections. Là où, au moment où je suis affecté par la nature, par son dialogue de souverain qui n'inclut pas dans ce dialogue et qui reste à part, alors que nous faisons partie, soi-disant, de la nature comme une partie de nous tout, et lui tout nous ignore, même dans ses traces et des traces très excentriques et comme renversement des positionnements. Et ainsi finalise un film de plus que j'avais commencé finalement vers la fin du mai, pas un peu où j'entends des bruits qui devient troisième partie de l'effet fantôme qui conclut. Bizarrement, une série qui commence par l'effet de l'organe fantôme qui va au-delà de l'organe, mais dans la deuxième partie, dans la thématisation de l'étreinte amoureuse et sous les formes que j'ai décrites, devient sans organe, si vous voulez, un moi fille. Et dans la troisième, je dirais le plus affreux, moi Dieu et moi monde encore plus, n'est-ce pas? Moi cosmos. Cosmos après nous, comme un effet d'humanité dissolu, disparu dans une conflagration que nous sommes toujours, depuis déjà, toujours l'issue d'une conflagration interstellaire, notre globe terrestre et la vie mondaine, oui, et cet être sexuel qui passe par une atteinte amoureuse
indépendamment des conséquences, comme la loi morale, dans un mimétisme de comme si. Alors, là, also, Hobbes qui est, disons, comme un clivage entre tous ces passages. La fin, touchant, la fin du monde. Je ne vais pas aller plus loin que une mémoire intériorisante ferait avec notre absence globale de notre système solaire. Un cosmos arriverait-il faire le deuil de nous, si vous voulez. Le deuil au sens d'anamnésis, comment faire avec l'absence tout court. Cette fois-ci, ce sera sa tâche à lui. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Ma question, pas tant bien formulée qui s'est imposée. C'était quoi? Une certaine, disons, nostalgie, anamnésis du cosmos, sans notre globe terrestre, y compris notre système solaire. Eh bien, j'ai réalisé tout à coup que Jean Baudrillard citait un conte là où, après le grand établissement d'une machine à calculer les noms de Dieu, disons les adjectifs, les qualités de Dieu, dans une montagne de Tibet. Là, une fois cette énumération des qualifications de Dieu sont terminées par la machine, les scientifiques partant vers l'Occident, les étoiles s'éteignaient l'un par l'autre. Eh bien, c'est ça, mon hypothèse irréelle, à quoi ressemblerait cette fois-ci la trace méontologique aux yeux de qui? Aux yeux d'une conscience non consciente d'elle-même sans miroir, donc sans nous, sans la scène, sans quatrième mur. Alors, je complique encore les choses. Faisons une autre hypothèse, répétons le maçonnisme, supposons que ce monde-ci ne peut pas être le monde d'après Jésus-Christ, donc on est encore dans une ancienne création, dépendant d'une mauvaise Dieu, comme dans les religions de Zoroastre. Donc, le monde est mal, c'est ça. Il faut faire avec. Une réponse tardive pour apparemment exténuer tout résidu du mal dans le monde viendra de Leibniz de manière quasi
philosophique, c'est que si le monde existe, c'est le meilleur des mondes. C'est un peu répétition d'un argument cartésien en ce qui concerne le Dieu. Comme on ne peut pas prouver la non-existence empiriquement, alors voyons de manière déductive la chose. Dieu est, dans son concept, il englobe dans sa perfection l'être, l'existence aussi. Donc on ne peut pas imaginer un Dieu qui n'existe pas, selon apparemment Descartes. Et Leibniz applique cela apparemment au monde. On ne peut pas. Si le monde existe, alors c'est le meilleur du monde. Donc c'est une réfutation lointaine de mentionnisme, de toutes les, disons, entre guillemets, superstitions orientales, non philosophiques, de l'ordre de quoi? Gnose, la gnose. Eh bien, ma question, ou bien hypothèse réelle, pas tout à fait nécessaire, imaginez justement dans cette absence après la conflagration constellaire, je dirais, après la disparition du système solaire, à quoi résonnerait ou par où résonnerait, raisonner et résonance. Ce qui reste du cosmos, c'est-à-dire le tout. Alors, j'ai pas une réponse, mais un drame terminal, une tragédie inouïe, on peut supposer toujours, comme Baudelaire, supposer, poser la question, où se réunir toutes les ondes électromagnétiques que nous envoyons, bon gré, mal gré, à l'insu ou au-dessus, en cosmos. Bien que ces ondes électromagnétiques s'affaiblissent, ça ne disparaît pas apparemment, et après notre compte Big Bang à l'envers, donc un certain moment d'invagination ou je ne sais quoi, une entropie de deuxième loi de la thermodynamique ou une entropie ou encore bizarre, neg-entropie. À quoi ressemblera le cosmos sans nous? Voilà la question sous forme de hypothèse irréelle et complètement non nécessaire. Qui va, voilà, j'avais dit ces mots-là, qui va faire le travail du deuil, au sens d'analyse. Personne. La rose de Tarson, nous connaissons depuis une certaine ébauche de la raconte Angelus Silesius, et un additif de Paul Celan qui disait que la rose s'ouvre parce qu'elle s'ouvre, elle n'a aucun souci d'être vue ou d'être appréciée.
o peygamber yüküdür. Çok söz C'est ça. hayvan yüküdür. Bilire bu söz yeter. Bravo. Ben de öyle değil. Az söz elin yüküdür. Çok söz hayvan yüküdür. Dinler bu göz yeter. Senden yeter var ise. Okumuyorsun. Gelin kardeş olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim. Sevelim. Dünya gelin kardeş olalım. İşi kolay kılalım. Kılalım. Sevelim. Dünya kimsenin kalamaz. Kalmaz. Effectivement, je reste bouche bée et je n'ai aucune réponse sur la finale. Inattendue et parfaite. Par un petit groupement d'enfants qui lisaient les vers de Yunus Emre et au pied desquels je m'étais installé.